Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le MAPAC intitulé Pourquoi et comment mettre en place un système qualité de base. Merci d'avoir répondu en si grand nombre, nous confirmant que le sujet est d'actualité pour notre clientèle. Je me présente, Chantal Pitt, je suis conseillère en transformation alimentaire au MAPAC pour la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Je serai votre animatrice pour l'occasion. Ce webinaire est d'une durée d'1 heure, incluant une période de questions. Avant de débuter, voici quelques consignes. Je vous informe que l'événement et la période de questions seront enregistrés. Actuellement, vos caméras et micros sont désactivés. L'enregistrement devrait être disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC dans les prochaines semaines et une période de questions est prévue à la fin de la rencontre seulement. Pour la période de questions, utilisez la section Conversation ou clavardage pour poser vos questions tout au long de la présentation et nous y répondrons à la fin. Vous aurez aussi accès au PowerPoint de la présentation. Sans plus tarder, je vous présente notre conférencière Emmanuelle Demeyer. Elle est diplômée en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval. Emmanuelle a géré des programmes de contrôle et d'assurance qualité en industrie privée pendant 10 ans avant de se joindre au MAPAC. Conseillère en transformation alimentaire depuis 2016, elle se spécialise dans les systèmes qualité, les certifications et les réglementations. Passionnée par la transformation alimentaire et les normes qualité, elle est toujours prête à partager ses connaissances pour aider les entreprises à comprendre les exigences et les guider dans leurs projets qualité, toujours en tenant compte du contexte propre à chacune d'elles. Alors, je cède maintenant la parole à ma collègue Emmanuelle. Merci Chantal, bonjour. La présentation a pour but aujourd'hui de démystifier un peu c'est quoi les systèmes qualité, les normes, rendre ça un peu plus accessible. Des fois, au début, quand on commence, juste le vocabulaire, ça peut être beaucoup, juste ça. Donc, ça va être pour juste prendre le tout un petit peu moins épeurant. Pour éviter que les soucis techniques, je vais fermer ma caméra, puis on va y aller avec le plan de la présentation. Donc, au niveau du plan de la présentation, on va commencer par des notions de base, vraiment brièvement, un peu de terminologie, les termes que vous allez peut-être entendre, vu que vous ne savez pas tout à fait qu'est-ce que c'est, ça va quand même aller rondement. Comment les normes se situent une par rapport à l'autre. Après ça, qu'est-ce qu'un système qualité, pourquoi, implanter un système qualité de base, puis pour finir, la mise en place par où commencer. À la fin, il va y avoir une période de questions, comme Chantal l'a dit. Pour les abréviations, que vous allez peut-être entendre, ben, le MAPAC, c'est nous. C'est la réglementation provinciale. Pour l'instant, en tant qu'agro-transformateur ou transformateur artisan, c'est probablement à ce niveau-là que vous êtes. C'est cette réglementation-là que vous allez avoir à respecter. Et quand on parle du P29, ben, c'est vraiment notre règlement à nous. La CIA, c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est au fédéral. Ils ont également leur règlement qui est le RSAC. Ils ont aussi le PASA, qui est le programme d'amélioration de la salubrité des aliments. Et c'est un peu comme un cahier de charge. C'est vraiment les exigences à suivre. Puis le plan de contrôle préventif, c'est le PCP, si vous entendez ça. Grosso modo, ça équivaut au ACEP qu'on va voir dans la prochaine diapositive. J'ai mis les deux derniers, l'OMS puis la FAO, parce que si jamais vous entendez parler du codex, ben ça vient d'eux. C'est un cahier de charge aussi, c'est un recueil des normes qui est reconnu internationalement. Donc, on poursuit les abréviations. Donc, les BPF. GMP, ça peut être, des fois, on parle de préalable. C'est tous des équivalents. Les BPF, en fait, c'est les bonnes pratiques de fabrication. Le GMP, c'est simplement en anglais. Puis les préalables, c'est la façon que l'Agence canadienne d'inspection des aliments les a appelés. Mais dans l'ensemble, ça revient tout, c'est les bonnes pratiques, les règles de base à respecter. Le ACEP, c'est l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques. C'est une méthode pour identifier les risques et les gérer.
Puis le GFSI, ça aussi, c'est quelque chose que vous allez peut-être entendre. En fait, c'est des spécialistes qui ont fait un document d'orientation de ce que de ce qu'il faudrait implanter pour avoir des aliments salubres. Puis, ils font une analyse comparative avec d'autres normes pour voir s'ils sont équivalents. Au niveau, dans le fond, on peut résumer ça en pyramide. À chaque étage, les exigences augmentent. Puis, à la base, dans le bas de la pyramide, c'est les BPF. Et c'est vraiment la base du système qualité. Pardon. En haut, on va avoir la ACEP, puis tout en haut, là, les GFSI, c'est vraiment, des normes avec plus d'exigences. Les préalables, les bonnes pratiques, ça va vraiment toucher l'environnement dans lequel vous produisez vos aliments, puis les manipulations des employés aussi. On le voit ici, c'est les locaux, le transport, les équipements, ça va être l'assainissement, les rappels aussi. Tout est inclus là-dedans au niveau de l'environnement. Puis, il va y avoir, c'est ça, comment la formation des employés, ça va aller beaucoup dans comment les opérations, comment les faire, puis tout ça, leur manipulation qui est effectuée. Le ACEP, ben, comme c'est écrit, c'est pas une norme. En fait, c'est une méthode. C'est une méthode que, ben, je ne serai pas dans les détails, mais il fait 12 étapes, 7 principes, puis 12 étapes. Dans le fond, on regarde chacune des étapes du procédé de transformation, puis on identifie les dangers. Pour chacun des dangers, on va trouver les moyens pour les mitiger ou pour les réduire, parce qu'au niveau de la salubrité, on n'est jamais dans le risque zéro. C'est vraiment une démarche préventive. Ça inclut les préalables qui sont en dessous, au premier étage, plus l'atténuation des risques. Ça va être, quand on va parler d'ACEP, c'est ça, ça va être les 2 étages au complet. Par exemple, dans un procédé, point critique qui serait à maîtriser, ça serait la pasteurisation. Ça peut être aussi le détecteur de métal. Quand vous en avez un, ça, c'en est un. Point critique. Puis tout en haut, ben là, on a le GFSI. On a le GFSI. Donc, à la base, les préalables, ça correspond à notre réglementation provinciale. Au niveau du P29, on est dans le bas, là, c'est vraiment comme un minimum. Les flèches, je les ai mis là pour dire que c'est évolutif. On commence en implantant certains préalables, puis on en rajoute à mesure. Les provinces sont davantage au niveau des préalables. Puis si on prend le fédéral, eux vont être au niveau du ACEP. C'est plus sévère. Puis, en général, les normes nationales se tiennent dans ces deux-là. Je dis en général parce que je ne veux pas parler pour les autres pays, mais au Canada, c'est comme ça. Les provinces sont au niveau des préalables, puis le fédéral, c'est vraiment le ACEP qui est inclus dedans. Quand on monte au GFSI, c'est des normes volontaires. C'est vraiment pas au niveau de la réglementation. C'est commercial dans le sens où c'est des acheteurs ou les clients qui vont vous demander d'avoir ces certifications-là. Souvent à l'exportation aussi. Comme les grandes chaînes d'alimentation, comme Sobeys, il peut y avoir les grands détaillants, Walmart, Costco, les grandes chaînes de restauration aussi, si vous voulez leur fournir des ingrédients, ils vont vous le demander. Puis les marques privées. Si vous voulez être fournisseur ou transformé pour eux, ils vont également vous le demander. Il y a certains clients qui vont peut-être juste y aller avec les BPF parce que les 3 sont certifiables. Vous pouvez certifier vos préalables ou vos bonnes pratiques aussi, mais en général, là, ils vont demander le ACEP ou le GFSI, mais c'est quand même une bonne chose pour vous faire certifier les préalables. Par contre, ben là, il faut vraiment tous les avoir implantés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un système qualité? Ben, je ne vais pas tout lire, là, mais en général, c'est les politiques, les procédures qui vont être organisées de façon structurée et cohérente parce que ben, c'est un système, il faut que ça se parle. Si on veut simplifier ça au niveau de
de la salubrité, c'est tout ce que vous allez faire pour gérer vos procédés, pour produire des aliments salubres. Puis on dit salubre parce que dans les BPF ou le A7, on tient compte de la salubrité seulement. Et si on peut cuire un poulet qui serait complètement brûlé, mais il serait quand même conforme. En général, quand on parle de qualité, on va parler de trois types. On peut dire la qualité sanitaire, si on veut, la qualité nutritionnelle puis la qualité organoleptique. On dit qu'il y a un système qualité parce que souvent, ben, il va y avoir, dans une procédure, on peut avoir des procédures au niveau de l'organoleptique, comme le pH, puis c'est ça qu'on va mesurer. Mais dans les normes, c'est vraiment là pour la salubrité. Ça devient comme votre manuel d'instruction, en fait, qui va comprendre ben, c'est ça, toutes les instructions, spécifications, puis les recettes et tout ça. Parce qu'un système qualité, on écrit ce que l'on fait, on peut le résumer tout simplement aussi comme ça, on écrit ce qu'on fait. C'est d'écrire les pratiques de l'entreprise. Ce que vous avez déjà en place. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas écrites, ben, ça serait le moment de le faire. Ça peut être simple comme des codes de couleurs pour séparer les allergènes. Aussi, pour faire la rotation des inventaires. Si vous avez, par exemple, tout ce qui est sale, vous le mettez dans tel local, à tel endroit. Ça se fait en pratique, mais ce n'est pas écrit. Ben, c'est ça la procédure, vous allez l'écrire. Faire ce que l'on écrit puis mettre en œuvre, c'est pratique. Et pour s'assurer que tout ce que vous faites dans l'usine, ça correspond bien aux écrits. Comme se laver les mains de telle ou telle façon, mettre un filet, aller dans l'usine et s'assurer que c'est respecté. Puis finalement, ben, d'écrire ce que l'on a fait. Ben, ça, c'est au niveau des enregistrements. Par exemple, si vous faites de la sanitation le matin, puis après ça, il y a quelqu'un qui vérifie, ça va être de consigner dans un registre. Oui, j'ai nettoyé tel ou tel équipement, et une autre personne qui va valider que tel équipement est effectivement bien nettoyé. Ça vous donne des preuves. Mais plus loin, quand vous allez plus avancer aussi, ça permet l'analyse des tendances, par exemple. Les enregistrements, ils vont être aussi au niveau des prises de température, des solutions de produits chimiques. C'est vraiment tous les registres. Il faut faire attention parce que doivent vraiment être pertinents pour vous, et utiles pour vous, les registres. On a tendance des fois à avoir comme une procédure régulière. Chaque fois qu'il y a quelque chose, ben, on rajoute une procédure et il faut être vigilant parce que ça devient très lourd. C'est peut-être sécurisant, mais avoir des registres, mais si vous n'en servez pas, ben, ça ne sert à rien. Puis à la longue, ça va devenir très lourd, ça va être décourageant. Donc, il faut vraiment s'assurer que quand on met quelque chose de nouveau en place, on va utiliser les données, que ça soit pertinent pour vos opérations. Au niveau du système, quand on dit un système de qualité de base, qu'est-ce qu'on entend exactement? Je vais reprendre rapidement ma pyramide du début. Donc, c'est au bas de la pyramide. Comme j'ai dit, c'est les bonnes pratiques. C'est là que se situent les systèmes qualité de base. Généralement, ce n'est pas certifié. C'est possible, une fois que tous les préalables sont implantés, comme j'ai dit, des fois, les clients vont le demander. Mais ça va être, mais souvent, ce n'est pas certifié. Les flèches, j'ai indiqué comme encore que c'est évolutif. Et quand on fait ça tout d'un coup, si vous voulez, et ça va être un gros morceau. Vous pouvez également y aller graduellement. Le acide n'est pas complètement pâle parce que même si on est dans la base, il y a des éléments qu'on va aller chercher dans l'étage au-dessus. C'est important de marcher avant de courir et d'y aller étape par étape. Encore une fois, là, ici, je ne refais pas le tour, mais tantôt, on a vu juste les noms des préalables. Ici, vous pouvez avoir un aperçu de ce qui est couvert dans chacun des préalables. On appelle ça les préalables parce qu'en fait, c'est préalable à l'implantation du AC. Puis, on peut voir que ça couvre vraiment tout. Moi, quand je travaillais en assurance qualité, je me promenais sur le toit pour aller voir si les drains étaient bouchés. Ça va jusqu'à la ventilation, il y a la réception, il y a tous les équipements au niveau de la maintenance préventive qui sont inclus ici. En fait, le contrôle de qualité est absolument partout. C'est certain que ça peut être gênant.
un peu. Mais c'est comme ça qu'on arrive à mettre en place des conditions de base, de maîtriser notre environnement, puis réussir à avoir à produire des aliments qui sont salués. Maintenant, pourquoi on implante un système qualité? En général, il y a 3 raisons principales. Ça va être les exigences légales, ou des motivations économiques, ou des raisons de santé publique aussi. Au niveau des exigences légales, si vous voulez sortir de la province, ça vous prendre absolument la licence ARSAC, on a vu au tout début, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ça vous aide aussi à vérifier qu'est-ce que vous avez mis en place, puis à vérifier que vous avez vraiment toutes les exigences que vous voulez rencontrer. Puis ça vous aide aussi à nous démontrer à nous quand vous avez un système qui est structuré avec des registres et tout ça. Au niveau économique, ça peut être des insatisfactions du consommateur, des besoins constants ou la diminution de la durée de vie. Des fois, il n'y aura pas la même consistance dans votre produit. Tout ça, à la longue, ça peut causer des pertes de clients. Si jamais il y a des rappels aussi, il y a vraiment des coûts importants qui sont liés à ça. En plus de votre réputation qui va être entachée parce que maintenant, ça passe dans les journaux, les gens sont beaucoup plus informés de ça qu'avant. Il y a même sur le MAPAC, sur le site du MAPAC, la liste des condamnations. C'est vraiment au niveau de la réputation, c'est pas super. Puis il peut y avoir évidemment là, les amendes, les poursuites judiciaires, les recours collectifs, les frais légaux, les règlements. Ça peut aller jusqu'à la fermeture d'usine. Au niveau économique, c'est beaucoup pour une entreprise. Il y a des exigences des clients. Puis si on prend de vendre à l'extérieur du Québec, il peut avoir aussi le côté d'avoir accédé à des marchés. Par contre, si vous le faites juste pour accéder à un marché, à la longue, ça ne sera pas payant parce que ça ne sera pas dans votre culture. Il va y avoir une incohérence entre les stratégies d'entreprise, vos pratiques, puis puis vos écrits. Ça va paraître à la longue que c'est vraiment juste, vous avez juste mis ça en place pour accéder à des marchés, pour avoir vos certificats, puis aller avoir tel client. Mais ça ne sera pas efficace du tout. Si on regarde ici quelques exemples au niveau économique, qu'est-ce que ça peut représenter? Là, c'est certain que c'est aux États-Unis, puis on n'a pas ça au Canada ni au Québec, là, des amendes de cet ordre-là, mais il y a que 25 millions de dollars. Il y a même eu, ça non plus, on n'a pas eu ça ici, mais aux États-Unis, il y a des accusations aux criminels qui peuvent être portées. Là, le prochain, ça va être au niveau, on regarde, c'est encore 21 millions, mais c'est au niveau des quantités qui ont été rappelées. C'est énormément de nourriture qui est rappelée et qui va être jetée. Ici aussi, c'est un règlement de 19 millions. Fait que c'est ça. Pour ces entreprises-là, c'est vraiment très coûteux. Vous êtes plus petit, mais à votre niveau, à vous, ça va quand même représenter de l'argent. Finalement, au niveau de la santé publique, il y a comme on dirait qu'il y a comme peut-être une perception, on perçoit moins le risque au niveau de la transformation alimentaire parce qu'on cuisine à la maison, puis tout va bien, fait qu'on a comme, c'est peut-être biaisé un peu, puis on oublie qu'il y a quand même des contaminations qui peuvent arriver, puis ça peut être très grave, il peut y avoir des morts, ça peut être des maladies aussi. C'est ça, on a une familiarité avec la nourriture. Notre perception du risque n'est pas tout le temps la bonne. Ici c'est un petit garçon de 2 ans qui est mort. Ça, c'était par la viande qui n'est pas assez cuite. Ça, c'est très récemment, c'est en janvier 2024. C'est au niveau d'une personne qui est morte parce que au niveau de l'étiquetage, il a oublié
il n'y avait pas l'allergène. L'étiquetage est super important, puis les allergènes aussi, ça fait la maîtrise de la gestion des allergènes, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de rappels là-dessus. Ici, on avait aussi, bon, mais c'est une épidémie au niveau des conserves maison. Si on en voit beaucoup, c'est un procédé qui est à risque. Il faut faire très attention. Ça peut arriver dans des galas. Ça peut arriver aussi comme, même si tout ce qu'on met en place, ça, on voit que c'est des décès qui étaient dus au Cantalou, puis c'était en 2011, mais on est en 2023. Ça, c'était en 2023, puis ça arrive encore. C'est tout ce qu'on met en place pour prévenir les contaminations. Puis ça peut être, si c'est pas vu, ça peut être aussi un fournisseur, un ingrédient comme dans ce cas-ci, les créneaux-là. C'était la course. Donc, il faut vraiment être vigilant. Parce que c'est ça, ça peut provenir de vos opérations, mais ça peut provenir aussi de vos fournisseurs. Sans être trop alarmiste, il y a quand même quelques statistiques chaque année dans le monde, 600 millions de personnes qui tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Ça peut faire presque 1 million par jour. On a des statistiques aux États-Unis, également, puis au Canada. Les chiffres sont quand même très importants. Donc, il ne faut pas être alarmiste, mais quand même, ça arrive, puis il faut garder ça en tête. C'est ça que je voulais que vous reteniez là-dessus, c'est que le transformateur, c'est une grande responsabilité. Il ne faut pas perdre ça de vue, les risques associés à la production d'aliments. Mais, pour finir sur une bonne note, il y a des avantages aussi au niveau des procédés. Quand vous allez implanter un système qualité, vos procédés ils vont être mieux maîtrisés. Il va y avoir une diminution des temps d'arrêt. Ça peut être en raison de la maintenance préventive qui est mieux faite. Ou si ça peut être, par exemple, la sanitation le matin, s'il faut relaver les équipements, on perd du temps à ce niveau-là. Ça va diminuer. Au niveau de l'augmentation de la productivité, tout ça, ça augmente votre productivité, puis vous allez mieux maîtriser vos coûts de production aussi avec la traçabilité. La traçabilité, on voit de tout ce qui rentre dans l'usine, ce que vous produisez, les quantités qui sont utilisées, juste à ce qui est vendu. Fait que ça vous permet vraiment de maîtriser vos coûts de production. Au niveau des produits, en général, la qualité du produit va être améliorée, elle va être plus constante aussi. Les spécifications des clients vont être mieux respectées. Puis, il va y avoir une diminution des pertes quand il y a des retours ou quand il y a des lots qui sont pas conformes, puis il faut s'en débarrasser. Ça, ça va diminuer les pertes. Puis, présentement, avec le gaspillage alimentaire, c'est vraiment important. Puis, en général, ça va structurer l'ensemble de vos opérations. Il va y avoir la satisfaction accrue de vos clients. Ils vont avoir une meilleure confiance en vous. Vous allez pouvoir accéder à de nouveaux marchés. Puis, dans l'ensemble, ça favorise la croissance de l'entreprise. Puis, il y a un gros avantage de le faire tout de suite parce que vous êtes à un bon moment quand vous êtes petit. Si vous commencez tout de suite, la culture va déjà être là. Il n'y aura pas toutes les habitudes qui vont avoir été prises quand ça fait longtemps qu'on est en opération. Parce que la gestion du changement, c'est un gros obstacle. Donc, vous n'aurez pas à lier avec ça. C'est vraiment un bon moment pour le faire. Maintenant, la mise en place. Par où commencer? Il faut garder en tête, quand on parlait de l'ensemble des politiques, tout ça, il faut garder en tête que ça couvre toutes les opérations. Ça va de l'achat des matières premières jusqu'à l'expédition des produits. Donc, il faut regarder avec vos acheteurs ou si c'est vous qui achetez, il faut regarder au niveau de ce qu'on achète, il faut évaluer les fournisseurs. Il faut avoir entre les deux, il faut avoir une bonne vision de tous vos procédés pour vraiment savoir ce qui se passe. Puis après, savoir à qui vous les expédiez. L'ensemble, c'est beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup d'investissement de temps, surtout au début. Avant de voir une augmentation de la productivité, on a plus l'impression que c'est une baisse au début.
Puis ça peut être long aussi, mais si vous y allez étape par étape, ben ça va beaucoup mieux aller. Vous allez moins vous décourager, puis ça va être un moins gros morceau à la fois. Alors, par où commencer? Bien, il y a le diagnostic, l'analyse des écarts. Qu'est-ce que vous faites actuellement versus ce que vous devriez faire? Ça va vous donner, bien évidemment, ce que vous aurez à faire. Mais avant même de commencer par le diagnostic comme une étape zéro, moi, je dirais de vous familiarisez-vous avec la norme. Je vous suggère le PASA parce que excusez-moi, la structure est super facile à comprendre, puis c'est bien divisé. Il y a toutes les exigences. À chacune des exigences, il y a la justification. Ça vous permet de comprendre pourquoi on vous demande de faire ça. Ça, c'est le livre manuel du programme d'amélioration de la salubrité des aliments. Il est disponible sur Internet. Lisez le glossaire. Les sections 1 et 3, ici, j'ai mis la table des matières. C'est la description des exigences, puis des préalables. Puis ça va vous donner une bonne idée de si vous implantez tout, que ce qu'il y aurait à faire. Essayez d'identifier là-dedans qu'est-ce que vous faites déjà. Que ce soit écrit ou pas, mais qu'est-ce que vous faites déjà dans l'usine. Puis, essayez de cartographier vos opérations aussi. Décrivez chacun de vos produits. Les recettes, les ingrédients, tout ça, ça vous donne, comme on voit ici, bien, ça va vous donner déjà vos ingrédients, ça va vous donner vos allergènes, fait que ça vous avance sur votre étiquetage. Puis la maîtrise de vos allergènes, puis ça va standardiser aussi vos recettes. Donc, vous allez standardiser votre produit, ça va être plus constant. D'écrire chacune des étapes de préparation, les procédés. On le voit ici dans la méthode de préparation. Toutes les étapes, vraiment, il faut que ça soit suivi tout le temps. Qu'est-ce que devraient faire les gens en production? Puis, si vous le pouvez, bien, faites le schéma des opérations aussi. En ayant tout ça, ben, il faut quand même aller vérifier. Ça va être important d'aller vérifier sur le plancher, dépendamment de quand est-ce que vous avez mis ça en place. Des fois, ça change. On est surpris ce qu'on a écrit, puis ce qui devrait se faire, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, vous pouvez avoir Gaston qui fait des crotons, et lui, il trouve que c'est meilleur quand on rajoute un petit peu d'épices ou si on fait cuire un petit peu plus. Mais finalement, ben, on a plus de pertes, puis les épices ne sont pas sur les ingrédients. Donc, ça change complètement le produit. Même si vous êtes des producteurs artisans, le consommateur veut quand même la constance puis d'avoir un produit standardisé comme une usine qui est industrielle, plus à l'échelle industrielle. Il faut vraiment aller dans l'usine, puis assurez-vous que vous faites encore ce qui avait été écrit au début. Ça vous aide aussi pour faire vos cédules de production, d'avoir tous les ingrédients, puis les étapes, parce que vous ne mettrez pas... Vous ne mettrez pas un produit qui a des allergènes en début de production le matin, par exemple. Fait que, allez beaucoup sur le plancher, puis comme ça, vous allez bien connaître vos procédés. Après ça, bien là, on peut passer à l'analyse des écarts, le diagnostic. Qu'est-ce que vous faites actuellement versus ce que vous devriez faire? Comme j'ai dit, bien, vous pouvez prendre le manuel du PASA. Vous pouvez prendre, il y a des grilles d'évaluation pour l'OSI des préalables aussi qui est fourni avec le manuel. Puis, il y a des modèles d'auto-évaluation qui sont disponibles sur Internet. Il faut juste faire attention parce que j'en ai vu qui, si c'était des modèles qui venaient de la France, la réglementation était tout à fait la même, puis il y avait des températures comme à 7 degrés. Fait que juste faire attention à ça, mais dans les généralités, comme on voit ici, ben, aucune preuve de nourriture, de boisson, ben, le tabac, non, il n'y a plus tout à fait ça, mais dans les zones désignées, les bijoux, ça demeure, puis c'est les mêmes choses partout. Après, un plan d'action, les actions à mettre en place pour vous conformer au préalable. Mais qu'est-ce que vous implantez en premier, en fait? Moi, je dirais prioriser, puis commencer par l'essentiel. Donc, l'essentiel, ça serait, ben, où sont les grands dangers, où est-ce qu'il y a le plus grand risque de contamination? Ici, on les a, là, ça, c'est
les préalables. Puis chacun des préalables dans le PASA va être divisé un peu comme il est montré ici dans le bas de l'image. Donc, vous voyez vraiment là, chacun des éléments qui vont être considérés. Puis identifier là-dedans sont les plus grands risques. Là, je les ai tous mis ici. Vous avez les 7 avec un petit peu plus de détails. Puis, on priorise, mais toutes les exigences sont vraiment importantes. C'est juste essayer de vous voir par commencer. Moi, quand j'ai fait l'exercice, c'est là que je me suis aperçue vraiment tous les points sont importants, mais j'essayais de trouver quelque chose qui serait plus bénéfique. Si vous commencez par là, bien, vous allez adresser des sources de contamination vraiment possibles, puis ce qui arrive souvent. Alors, au niveau des locaux, ben, le bâtiment, c'est sûr, la conception, tout ça, je ne me suis pas attardée à ça parce que c'est très lourd, ça rentre dans la réglementation. Puis, si vous avez déjà un permis, ben, probablement que ça, c'est réglé. Ils vont avoir regardé vos installations, mais ça faisait trop, mais ça va être plus, je vais aller plus dans les pratiques. Achat, réception, expédition, entreposage, bien, si vous mettez en place des registres au niveau des achats, vous avez vos fournisseurs, les contrôles à la réception aussi. Qu'est-ce qui rentre dans l'usine? Bien, il faut savoir ce qui rentre dans l'usine. Si vous n'avez pas de traces, si c'est rentré à la bonne température ou est-ce que c'était le bon produit que mon fournisseur m'a envoyé. En partant, si vous ne savez pas ce qui est rentré dans l'usine, après ça va être très difficile s'il arrive un problème de remonter à la source. Au niveau de l'entreposage aussi, ça va être les pratiques de rotation, puis tout ça, la ségrégation allergène, non allergène ou le cuit, le cru. Ça d'aller là en premier, ça fait déjà une bonne base, mais un bon contrôle. Le personnel, c'est très important au niveau de la formation générale en hygiène. Ça va être la formation que vous allez donner à votre personnel, c'est les pratiques comme comment se laver les mains, mettre le filet, comment éviter les contaminations croisées, le changement de gants, les sarraux, tout ça. Ça va être super important. Aussi, si vous êtes dans vos opérations, par exemple, s'il y a beaucoup de nouveaux employés qui arrivent pour la période estivale, bien, ça, c'est un grand risque parce que c'est là que les employés sont moins formés. Et que vous risquez d'en échapper. Ça va être la même chose pour dans les périodes de roche aussi. C'est là on oublie les sources de contamination, les bonnes pratiques, comment manipuler les ingrédients ou la nourriture. Fait que ça, c'est pendant qu'il y a un rush, quand il y a des nouveaux employés, c'est quand même des gros risques. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Après ça, l'assainissement, lutte contre la vermine, bien, l'assainissement, c'est en partant, vous commencez vos opérations, puis les équipements ne sont pas propres, bien, ça ne va pas super bien. C'est vraiment l'assainissement. Si vos équipements sont propres, si votre personnel fait des bonnes manipulations puis évite les contaminations croisées, ça aussi, c'est un super bon départ. Ça ne prend pas grand-chose comme au niveau de l'hygiène alimentaire. Si tout va bien, si vous prenez vos températures de cuisson, mais qu'il y a un employé qui ne se lave pas les mains quand il revient des toilettes ou qui se gratte le nez, puis il ne pense pas à ce qui touche après, puis il continue d'emballer, ben, c'est les répercussions après, ben, c'est comme tout ce lot-là. Et il peut être contaminé, puis tout ce que vous avez fait avant, ça n'aura servi à rien. Des fois, c'est super simple. Le plan de rappel aussi, ça, c'est super important. Ça va avec votre traçabilité. Au, au fédéral, là, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que c'était peut-être en 24 heures ou 48 heures qu'il fallait avoir retracé tous les aliments que vous avez vendus. C'est vraiment pas long. Moi, j'ai déjà fait l'exercice, on le faisait avec du bœuf haché, puis c'était sur papier. Puis c'est très compliqué, puis il y a des chances d'erreur aussi, mais il faut vraiment arriver à tout retracer, fait que c'est pas évident. Si vous avez assez de moyens, ça peut être une bonne chose. Là, si vous pouvez informatiser une partie de ça, vous allez voir votre productivité augmenter beaucoup plus vite parce que tout va être géré sur ordinateur. Puis ça évite aussi beaucoup de sources de... Quand on recopie, quand on retranscrit les données à la main, ben c'est des sources d'erreurs.
Le plan de rappel va être super important. Si jamais il arrive quelque chose, une contamination, puis vous savez exactement où sont partis vos produits, ben, ça va vous laisser une chance. Au niveau du codage puis l'étiquetage aussi, ça va être de donner un numéro de lot à chacun de vos lots. Puis l'étiquetage, bien, ça, c'est tout ce qui est allergène, les ingrédients, puis tout ça. Fait que il y a beaucoup de rappels là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment très important. Les préalables opérationnels, j'ai surligné les allergènes parce que oui, comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de rappels quand ils sont mal identifiés, puis le danger est grand. S'il y a un allergène qui est présent dans un aliment puis ça n'a pas été noté. Il y en a d'autres aussi, comme si vous emballez, si vos produits sont dans des contenants en verre, bien, ça va être là-dedans que ça va être géré. Mais puis ça va être important aussi. Mais j'ai vraiment ciblé les allergènes. Donc, vous faites la liste de toutes les exigences que vous auriez à implanter. Vraiment, si vous vous conformez à tout, puis celles que vous allez implanter au début, bien, qu'on vient de voir. Fait qu'idéalement, ça serait ça, vous commencez par ça. La planification du système qualité, ben, dans quel ordre? Puis comment je vais réussir à appliquer les exigences, ben, à les rencontrer. Ben, on peut prendre chaque préalable un par un. Et pour chacune des exigences, dans le fond, c'est encore une pyramide. Euh, euh, on a tous les enregistrements, c'est ce qu'on amène sur le plancher, on prend des notes qui sont à la base. Après ça, ben, ça vient avec des instructions de travail. Puis en haut de tout ça, il y a les processus, puis toutes les procédures. Puis là, ben, ça vous donne votre manuel qualité. En théorie, pour chacun des préalables, puis chacune des exigences, on a une procédure, une instruction de travail, puis les registres qui forment le manuel qualité. Ici, j'ai mis, au niveau des procédures, j'ai mis un exemple à quoi ça peut ressembler. Donc, ils vont toutes avoir ça, les procédures. Ce qui est intéressant ici, c'est peut-être la partie 9, la référence. C'est vraiment tous les registres et les contrôles qui se rattachent à ça. Fait que ça, c'est les affaires vraiment qu'on implante. Mais on voit aussi, c'est très général. C'est l'adresse, le but, toutes les définitions, les responsabilités. Ben, au niveau du rappel, ça va être très important d'avoir des responsables et tout ça. Mais dans d'autres, comme là, ici, on est dans le transport et entreposage, ben, peut-être un petit peu moins. C'est beaucoup général, ça ne s'applique pas vraiment. Peut-être au début, c'est pas là c'est peut-être pas là où vous pouvez mettre votre temps. Éventuellement, ça va venir de les écrire, mais peut-être y aller directement aux instructions de travail puis les registres. C'est là que vous allez avoir le plus de résultats puis de plus de bénéfices. Comme on le voit ici, au niveau de la réception, ben, on a toutes les instructions. Le travail, quand il y a un camion qui arrive, quoi faire, quoi vérifier. Si ce n'est pas conforme, ben, quoi faire, ça serait quoi les non-conformités. Vous avez vraiment toutes les instructions. La personne, elle complète le registre. Et que ça serait vraiment là-dessus au début de focusser. Donc, on priorise aussi, ben, on commence encore par l'essentiel, les instructions de travail puis les registres. Fait que ça, c'est la planification. La réalisation des activités, ben, c'est aller tester ça sur le plancher. Si les registres, c'est pas vous qui allez les compléter. Dépendamment, c'est peut-être des chiffres d'équipe, dépendamment de votre structure ou ça peut être des manœuvres aussi. Mais quand on conçoit les registres, entre le concevoir puis l'utiliser, ben des fois, il y a vraiment une différence. Fait que allez voir avec les gens, est-ce que c'est facilement, est-ce que c'est facilement complétable? Est-ce qu'ils peuvent facilement les remplir? Est-ce qu'ils ont assez de place? Est-ce qu'il y a trop d'informations, puis tout ça? Puis ajustez-le à mesure. Après ça, est-ce que ça fonctionne? Bien, il va y avoir ça, est-ce que les registres fonctionnent, mais est-ce que l'ensemble du système aussi, ça se parle, puis ça fonctionne bien? Puis plus tard, peut-être pas au début, mais il va y avoir de l'amélioration. Il y a tout le temps la gestion des non-conformités puis des actions correctives, mais on vient comme en amélioration continue pour tout le temps le bonifier. Mais peut-être pour l'instant, juste mettre en place la base, ça va être déjà très, très bien. En gros résumé, partout il y a des températures.
Même au niveau du procédé, le procédé, on n'est pas dans l'environnement, on est plus au niveau du assiette, mais il faut prendre une température de cuisson, puis les températures de refroidissement, puis tout ça. Donc, partout où il y a des températures, ça va être important d'aller là. Comme j'ai mentionné, la réception, l'entreposage, les bonnes pratiques, la formation du personnel, les contaminations croisées. L'assainissement, c'est bien commencer. Commencez vos opérations avec des équipements propres. Donc, il faut avoir des bonnes procédures au niveau de l'assainissement. Il faut les vérifier après. Les rappels, les allergènes. Puis dans l'extra, c'est la section des plans ACEP. Là. Ça, c'était au niveau de l'étape 0. Avant le diagnostic, ben, c'est ça, faire tous vos ingrédients, tout ce qui vient de l'extérieur, vos recettes avec le mode de préparation. Ça déjà, puis tout, si vous avez le schéma, ben ça fait partie des plans ACEP. Dans le fond, c'est un niveau plus élevé, mais ça vous permet de vraiment savoir ce qui se passe sur le plancher. Puis, déjà ça fait une très grosse base. Puis après ça, bien, vous reprendrez le reste des préalables, puis vous irez d'exigence en exigence. Donc, à retenir, bien, il faut vraiment montrer l'exemple et impliquer vos employés. La qualité, c'est un travail d'équipe. Comme j'ai dit plus tôt, marcher avant de courir. Puis, bien, être transformateur, c'est une grande responsabilité, donc à ne pas oublier. Alors, voilà. Bien, merci. Si vous avez des questions, ça va être la période. Donc, en gros, ça va être partout où il y a des prises de température. On est dans les préalables, mais on va aller quand même dans le procédé. Vous n'avez pas le choix de prendre les températures de cuisson, celles de refroidissement aussi. Donc, ça va être important de créer les instructions et les registres pour tout ce qui est température, pour les noter et avoir des enregistrements. Le MAPAC a des exemples de registres sur le site Internet. Donc, vous pouvez les télécharger, puis après ça, bien, les modifier comme vous voulez. On voit après ça, bien, j'embarque dans les préalables. Les locaux, comme j'ai dit tantôt, ils ne sont pas là. C'était trop lourd à aborder dans le cadre de la présentation. Mais vous pouvez aller voir le PASA, le P29 aussi. Il donne des indications sur les locaux. Puis le MAPAC fait des super bons guides. Il y en a justement un sur l'aménagement des locaux intérieurs, mais il y en a aussi sur la contamination croisée, les bonnes pratiques de fabrication, la sanitation. Mais je vais mettre les liens à la fin de la présentation quand vous allez la recevoir. Ils vont être là. Il y a aussi les conseillers régionaux qui ont fait une trousse de démarrage. Même si vous n'êtes pas en démarrage, il y a plein d'informations là-dedans. Fait que ça peut être super utile. Puis avec l'aide du PASA, les guides, les ressources, vous devriez être capable de s'orienter là-dedans. Après ça, au niveau transport, réception, entreposage, j'en ai parlé. Réception, encore une fois, je le répète, c'est important. Si vous ne savez pas ce qui rentre dans l'usine, ça va pas très bien, ça part mal. Il y a des fournisseurs, des fois, qui changent des formulations, qui sont supposés vous aviser. Par contre, des fois, ils peuvent passer tout droit. Ça ne va pas nécessairement affecter la salubrité, mais ça peut changer la texture des produits. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, il y avait une pâtissière qui trouvait que depuis quelque temps, ces gâteaux, ils ne disaient pas autant qu'avant. Puis en allant voir dans les registres de réception, j'ai pu voir qu'on avait comme un nouveau numéro de lot du mélange de gâteaux qu'on prenait. Puis après ça, bien, comparer les ingrédients, puis j'ai pu voir qu'il y avait une petite modification. Donc ça, c'était super important. Personnel, j'en ai beaucoup parlé. Au niveau de la formation, ça va être ça aussi très, très, très important. Ça peut être aussi bête qu'un employé qui ne se lave pas les mains, même si vous prenez toutes les mesures possibles, ça reste que s'il y a quelqu'un qui ne se lave pas les mains en sortant des toilettes ou qui se gratte le nez ou les cheveux, puis après ça, ben, il est en contact avec les aliments, ben, tout le reste peut devenir comme caduc. Tout ce que vous faisiez, c'est ce que vous faites avant, ça peut juste être caduc. Donc, il va y avoir la formation qui va être très importante, des bonnes manipulations pour éviter les contaminations croisées. Là-dessus, si vous avez la chance de voir le documentaire Poison sur Netflix, le documentaire en entier est super intéressant, mais il y a un petit segment
dans le documentaire qui montre justement là, tout ce qu'on contamine juste en touchant les choses puis en se lavant pas les mains. C'est pas automatique, on l'a pas par réflexe. C'est plein de petits gestes qu'on se rend même pas compte qu'on fait. Puis on le voit, là, c'est fou. Il y a une personne qui se lave pas les mains, puis toute la cuisine devient tout d'un coup contaminée. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, au début, porter attention. Puis tranquillement, pas vite, ça va devenir plus comme un automatisme. Assainissement, j'en ai parlé aussi, ça va être important d'avoir des bonnes procédures d'assainissement pour commencer vos opérations avec des équipements propres. Donc, pour les vérifier aussi après les avoir nettoyés. Rappel, ben, c'est le codage, étiquetage et traçabilité. Ça aussi, je l'ai dit, il y a beaucoup de rappels au niveau de, par exemple, les erreurs d'étiquetage, on l'a vu tout à l'heure, une allergie, ça peut être non pardonnable. Il y a beaucoup d'informations sur les étiquettes qui doivent être mises. Peut-être qu'à ce niveau-là, ça serait une bonne idée d'aller chercher de l'aide externe. Même quand on travaille là-dedans, il y a des technicalités, ça va jusqu'à la grosseur des caractères, le positionnement du tableau de valeurs nutritionnelles. C'est assez difficile à mettre en place, même quand on s'y connaît. Donc, ça serait une bonne idée. Puis si vous faites affaire avec un designer pour vos étiquettes, ils vont mettre ça beau, ça va être esthétique, mais c'est pas évident qu'ils vont connaître la réglementation. Donc, c'est une bonne chose à valider avant de signer un contrat avec un designer. Donc, ouais, c'est long, c'est complexe, les étiquettes. Puis aussi, si jamais il y a des erreurs, puis ben, outre un rappel, ben, vous pouvez pas les utiliser. Étant donné que ça se commande en grande quantité, ben là, c'est de l'argent que vous perdez aussi. Au niveau de préalable opérationnel, j'ai mis le focus sur les allergènes. Mais c'est sûr que si vous avez des produits qui sont dans des pots de verre, mais là, ça va être important d'avoir une procédure de verre. Mais j'ai ciblé ce qu'on devait viser en premier. Finalement, ben, l'extra, ça, c'est la section assiette. Au niveau de l'étape 0, dont je vous ai parlé de tout ce qui est description du produit qu'on faisait avant de faire le diagnostic. Ça va vous permettre de bien connaître vos produits, vos procédés. Il faudra aussi penser à qui s'adressent vos produits. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, les produits destinés aux enfants, mais les enfants sont plus fragiles. On appelle ça les populations à risque. Et il faut en être conscient. C'est la même chose pour les personnes immunosupprimées, des fois des personnes plus vieilles ou des femmes enceintes. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, si vous avez tout ça, déjà, si vous commencez avec ça, ça va vous faire une très bonne base. Puis après, ben, vous pouvez prendre le reste des préalables, puis leurs exigences une à une, puis avancer tranquillement. On va passer à la période des questions, mais juste avant, à retenir, ben, il faut montrer l'exemple, impliquer vos employés. La qualité, c'est vraiment un travail d'équipe. Je l'ai répété souvent, étape par étape, donc marcher avant de courir. Puis être transformateur, ben encore davantage, c'est une grande responsabilité. Alors voilà, merci. Oui, merci beaucoup, Emmanuel. Effectivement, on aurait la première question. Es-tu prête? Oui. Est-ce qu'il y a des considérations particulières à prendre en compte pour une entreprise qui est locataire de son espace et qui utilise des espaces communs entre plusieurs transformateurs, comme par exemple des incubateurs d'entreprise? Ben, dépendamment de la formule, j'ai vu des incubateurs où il y avait vraiment des locaux séparés par entreprise. Fait qu'à ce moment-là, c'est moins pire, vous contrôlez votre environnement, mais c'est sûr que si tout est partagé, d'aller voir les produits que font les autres. Que la personne avant vous va faire, si lui, si l'entreprise avant vous fait des allergènes, justement, puis je ne sais pas le fonctionnement, qui est-ce qui fait la sanitation? Est-ce que c'est des gens de l'incubateur ou est-ce que c'est l'entreprise avant vous qui va faire la sanitation? Parce que là, ben, en fait, vous faites confiance à l'autre personne, à une autre entreprise, d'avoir bien fait ça. C'est sûr que vous pouvez faire des pré-op, vous pouvez faire des analyses. Ça, j'en ai pas parlé, mais il faut faire des analyses aussi. Mais oui, moi, ça, je le considérais. Si votre entrepôt est partagé aussi, c'est important de savoir ce que les faut transformer.
est-ce qu'ils ont accès, est-ce qu'ils ont accès aux ingrédients ou que vous avez un endroit qui est dédié? Oui, moi, je fais attention. Parfait. Juste pour préciser aux gens, si jamais on a trop de questions, les questions qui ne seront pas répondues, on va en envoyant la présentation par courriel, on va vous envoyer également les réponses aux questions qui n'auront pas été répondues. On avait une deuxième question. On disait, nous désirons avoir la certification pour vendre nos produits à l'extérieur de la province. Quelle est la certification nécessaire? Je suis un peu perdue. Et là, dans le chat, on a eu certaines réponses. Là. En fait, on disait qu'il fallait aller chercher la licence, le RSAC auprès de la CIA. Est-ce que je peux le remettre une diapo? Oui. Oui, pour sortir de la province, c'est une autre game. Maintenant, peu importe le secteur dans lequel vous êtes, ça va vous prendre la licence. Donc, je reviens à la base. Oui, ça va vous prendre la licence. La licence, ça revient à la certification ACEP, c'est à peu près les mêmes, excusez-moi, les mêmes exigences. Donc, c'est la licence que ça va prendre. C'est au niveau réglementaire pour sortir de la province. Ça se peut que les clients, par contre, vous demandent d'avoir vraiment une certification ACEP. ACEP, c'est une tierce personne qui vient, mais c'est l'équivalent. Puis là, ben, vous embarquez dans l'analyse des risques. Si vous avez déjà une base, c'est pas, ça se fait, il y a plein d'entreprises qui le sont, il faut juste connaître si vous avez déjà une base. C'est pas, pas la fin du monde, mais il faut juste être vraiment rigoureux. C'est un peu plus long, ça va vous prendre un bon 2 mois d'enregistrement. Mais c'est ça, comme on voit sur la diapo ici, là, et pour sortir de la province, là, c'est que vous avez la base, le jaune et le ACEP qui vont être importants. Parce que aussi les modifications au niveau de vos locaux. Il va tout falloir regarder. Dans le fond, il y avait une dernière affaire, ça aussi, quand on va là-dedans, peut-être il y a des consultants en qualité qui peuvent faire le tour de vos opérations, le tour du bâtiment. Déjà, ben, ça vous aide beaucoup, puis qui vont vous donner la documentation. C'est un super bon départ. Ça va vous sauver. Il y avait une autre question qui était dans le même sens. Je ne sais pas, c'est probablement peut-être trop compliqué à répondre rapidement, mais il y avait une personne qui demandait comment on faisait pour avoir une licence RSAC. Est-ce que tu connais les grandes étapes ou Ben, d'abord, vous pouvez aller s'inscrire le site Mon ACIA. Puis ils ont fait des outils, ils ont mis beaucoup d'informations. Vous allez sur Mon ACIA. Je pourrais donner même si vous tapez ça sur Google, vous allez arriver, puis vous créez un compte. Puis il y a un questionnaire qui va vous dire si vous avez besoin d'une licence, puis il y a toute une tour de comment l'obtenir. Eux appellent ça, on appelle ça ACEP, eux vont appeler ça au début un plan de contrôle préventif. Ils vont vous demander d'avoir ça en place avant d'avoir votre licence. Mais les étapes sont là, puis c'est bien expliqué. Ils vous donnent votre licence un petit peu plus tard. Ils ne viendront pas voir vos opérations nécessairement avant. Par contre, si vous n'êtes pas conforme quand ils viennent, ben là, je ne sais pas s'ils les ferment tout de suite, mais oui, vous avez à implanter le asset. C'est vraiment bien décrit. Ils ont des exemples d'analyse des risques et là, vous allez avoir les PASA dont j'ai parlé, là, c'est sur avec toutes les exigences, vous allez l'avoir sur le site de la CIA. Avec des exemples de registres aussi. C'est quand même bien décrit. Puis la partie la plus complexe ici, là, c'est l'étiquetage. Parfait. La traçabilité aussi, qui est un petit peu, qui est plus exigeante. Puis là, on avait une question à savoir, c'est en lien avec notre programme PTA, là. Qu'est-ce que vous avez besoin comme preuve de voir chez une entreprise ayant souscrit à une subvention pour l'implantation d'un système qualité de base? Comme preuve que ça a été implanté? C'est ce que j'en comprends.
On peut avoir, au niveau des livrables, on peut avoir différents moyens. Des fois, moi, j'y allais avant, puis j'y retournais après. L'important, dans le de base, il y en a de base qui vont, dans les microbrasseries, il y en a qui ont une certification de la MVQ. Vous pouvez aussi faire certifier, c'est certifiable. Juste les bonnes pratiques sont certifiables pour toutes les avoir implantées. Mais dans le de base, en certification, on regarde où vous étiez, puis où vous êtes rendu. Puis l'important, c'est quand même d'avoir amélioré la salubrité des vos pratiques. Quand même un certain niveau. Mais ça va être ça. On peut vous demander des exemples de registre aussi. Puis souvent, ce qu'on va demander, si vous faites affaire avec un consultant, c'est qu'ils viennent à la fin. Pour faire puis ça, ils font dans leur mandat. Ils vont venir à la fin, puis ils vont faire comme un métier. Puis on va demander ça comme bravo. Ça, c'est implanté. Mettons, cette exigence-là, ça a été décrit, mais c'est pas implanté, ou bien c'est comme ça qu'on va pouvoir. Parfait. Une autre question. Par rapport aux ressources de documentation dans le cas de rappel. Oui. Y a-tu, là, de ce que je comprends, pour rapport aux ressources de documentation, est-ce qu'il y a Il y a des modèles, il y a des modèles qui vous disent comment faire une équipe de rappel. Vous donnez des responsabilités à chaque personne. Qui va s'occuper de quoi? Il y a des modèles de formulaires aussi à envoyer aux entreprises. Mais si on prend tout le rappel, ça part de vos commandes, de qu'est-ce que vous commandez, qu'est-ce qui rentre. Là, vous avez tout ce qui est entré dans l'usine. Il va y avoir une masse, l'utilisation des stocks, c'est toute la gestion de vos stocks aussi, c'est toute la traçabilité. Si ça, vous l'implantez, là, vous avez tout ce que vous transformez, combien ça a produit, puis il y a des numéros de lot, il faut coder vos produits. Il y a des numéros de lot, puis à qui vous l'envoyez. Tout ça, vous avez les informations. Si vous avez un rappel, vous mettez la procédure en place. Qui fait quoi? Où est-ce qu'on va aller chercher l'information aussi? Puis ça, c'est bien décrit sur la CIA, sur leur site Internet, qui ont des modèles de ça. C'est bien décrit. Le temps que vous avez, il me semble que je ne veux pas. C'était pas beaucoup, c'était 24 heures, puis il y avait vraiment, là, il faut vraiment que les quantités matchent. Moi, je l'ai faire des simulations, ça va vous aider. Moi, je l'ai déjà fait avec la viande hachée, puis c'est toutes les données, tout ce qu'on avait produit. Et énormément d'informations. Si vous avez du budget, un gros plus, quelque chose qui va vous aider autant pour la gestion, vos coûts, que pour la qualité, ça serait d'informatiser ça. Parce qu'à la main, sur des registres en papier, vous allez perdre énormément de temps. C'est là que peut-être que vous n'arriverez pas en 24 heures ou à tout retrouver les données. Oui, c'est expliqué comment faire, en rappel, comment bien suivre la personne. Okay. Une autre question, si on vend à une entreprise du Québec, mais qu'on livre en Ontario, est-ce qu'on a besoin de la licence AirSac? Que cette entreprise-là vend en Ontario? Ben là, je te dis, on vend à une entreprise du Québec, mais qu'on livre en Ontario. Probablement que l'entreprise. Vos produits se ramassent en Ontario, finalement. C'est ça, l'entreprise doit avoir des filiales en Ontario. Oui, excusez, mais oui, c'est spécifique que même si, puis on le voit dans les grandes marques, par exemple, des Sobeys, Loblaws qui ont des magasins à travers le pays, ça vous bloque à un moment donné parce que même si vous avez droit ou pas, là, mais bon, c'est tout en celui. Mais oui, c'est ça que là, on rentre dans la transformation. Parfait. Écoutez, ça fait le tour. Il est 12h01. Je tiens à dire un gros merci à Emmanuelle pour l'information qu'elle nous a transmise aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation, puis je vous souhaite une très belle journée.